Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la quatrième et dernière vidéo de cette chaîne, consacrée, je vous le rappelle, à notre étude menée sur le droit à disposer pleinement de son corps, un droit consacré dans le manifeste du centenaire de la Fédération internationale pour les droits humains. Comme nous l'avons expliqué dans la première vidéo introductive de notre projet, le manifeste du centenaire de la FIDH consacre de nombreux droits sous-jacents à celui du droit à disposer de son corps. J'ai pour ma part décidé de me consacrer à l'étude du droit à vieillir dans la dignité, tel qu'envisagé sous le prisme du droit à disposer pleinement de son corps. Mais alors, qu'est-ce que ce droit à vieillir dans la dignité ? L'article 7 du manifeste du centenaire de la FIDH, que vous pouvez retrouver sur son site internet, dispose que les personnes âgées doivent pouvoir vieillir dans la dignité, et qu'en ce sens, chacun et chacune pourra bénéficier des soins médicaux nécessaires au respect de ce droit. Mais dès lors, j'ai décidé de centrer mon étude de ce droit en l'évoquant de manière plus générale. En effet, en tant qu'être humain, nous vieillissons constamment, donc cette expression vieillir dans la dignité pourrait, à mon sens, recouvrir des situations plus larges et notamment une population plus large. La question du droit à vieillir dans la dignité est telle qu'abordée sous un angle plus large fait écho aux thématiques d'euthanasie et de suicide assisté. Mais d'ailleurs, quelle différence entre l'euthanasie et le suicide assisté ? Déjà, il est primordial de distinguer l'euthanasie active de l'euthanasie passive. Comme l'explique le site internet www.touteleurope.eu, l'euthanasie active désigne le fait d'abréger intentionnellement les souffrances d'une personne. Un médecin ou un tiers va par exemple injecter une substance entraînant directement la mort du patient. Elle est actuellement légalisée par les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, avec une possible dépénalisation par le Portugal prochainement. L'euthanasie passive se produit lorsque l'équipe médicale en charge du patient décide de ne pas prendre des mesures pour prolonger la vie. La mort peut survenir par l'administration de médicaments analgésiques ou après le débranchement d'un respirateur. Il s'agit de la forme que revêt le droit de mourir, le droit de vieillir dans la dignité, qui est la plus légalisée dans les pays européens. Elle est en effet légalisée en France, en Autriche, en Allemagne, en Italie, au Danemark, en Finlande, en Suède, en Estonie, en Croatie, en Grèce, en Hongrie, en Slovaquie ainsi qu'en Slovénie. Le suicide assisté est quant à lui bien moins légalisé en Europe, compte tenu de la lourde responsabilité qui pèse à la fois sur le patient et sur l'équipe médicale. Contrairement au cas de l'euthanasie active, dans le cas du suicide assisté, le produit qui entraîne la mort du patient ne sera non pas administré par un personnel médical, mais par le patient lui-même. Au vu de cette ouverture d'un droit à mourir qui n'est pas des moindres, le suicide assisté n'est autorisé que dans 3 pays européens, à savoir la Suisse, l'Autriche et l'Italie. Ces éléments d'information ayant été donnés, il convient maintenant de rendre compte de l'état actuel de la législation du droit de vieillir dans la dignité en Europe. La carte reproduite ici est issue du site internet www.touteleurope.eu et établit clairement la légalisation de l'euthanasie en Europe. On peut voir qu'une majorité d'États européens légalisent seulement l'euthanasie passive, tandis qu'une moindre partie des États européens légalisent l'euthanasie active. Pour ce qui est du suicide assisté, et comme je l'ai évoqué, cette pratique n'est que très peu autorisée en Europe, elle l'est en Suisse, en Autriche et en Italie. Dès lors, l'idée est d'élargir, fondamentaliser le droit de vieillir dans la dignité, au sens large, c'est-à-dire en autorisant l'euthanasie et le suicide assisté. Mais de quels outils disposons-nous ? Ils sont en réalité nombreux. Tout d'abord, au niveau européen, on retrouve notamment 3 outils qui pourraient permettre des avancées plus ou moins importantes concernant le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Il s'agit tout d'abord de la Cour européenne des droits de l'homme, qui rend des arrêts qui, malgré le droit à la vie consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, laissent une marge d'appréciation aux États membres concernant la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. On retrouve également la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, et enfin un organe parlementaire qu'est le Parlement européen. Au niveau français, cette fois-ci, on retrouve également certains outils qui permettent de penser qu'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté pourrait se faire sous certaines conditions. Pour ce qui est de la Cour européenne des droits de l'homme, il s'agit de la juridiction mise en place afin d'assurer le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Une difficulté qui peut apparaître tient au fait que cette convention consacre des droits fondamentaux inhérents à la personne humaine, qui peuvent être invoqués à l'encontre de la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. En effet, l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit fondamental à la vie, qui énonce que la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. Cette disposition vient donc mettre en péril le droit de bénéficier d'une euthanasie ou du suicide assisté.
mais nous retrouvons certaines dispositions de la Convention qui consacrent des droits plus en faveur du droit à bénéficier d'une euthanasie et du suicide assisté. Nous avons par exemple l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale, l'article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, et l'article 10 sur la liberté d'expression. C'est en opérant une mise en balance de ces différents droits coexistants que la CEDH a rendu divers arrêts dans lesquels elle laisse une marge d'appréciation aux États membres. C'est notamment ce qui ressort du célèbre arrêt Lambert et autres contre France, rendu en 2015, et c'est également ce qui ressort de l'arrêt Mortier contre Belgique, rendu le 4 octobre dernier, arrêt dans lequel la CEDH considère que la législation belge qui autorise l'euthanasie active ne viole pas le droit à la vie, tel que consacré à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme prend soin de ne pas se positionner sur cette question fragile, en se disant pour ou contre l'euthanasie et le suicide assisté. Elle se contente simplement d'apprécier la violation ou non de la Convention européenne des droits de l'homme, en accordant une marge d'appréciation relativement large aux États parties à cette convention. Étant donné que mon étude se porte à l'échelle européenne, à comprendre au sens de l'Union européenne et de l'Europe plus largement, une autre source de droit fondamental est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette charte est un texte qui est une copie quasi conforme de la Convention européenne des droits de l'homme, mais qui vient consacrer de tels droits cette fois-ci au niveau de l'Union européenne. On y retrouve de nombreux articles sur lesquels des requérants pourraient se fonder pour faire valoir un droit à mourir dans la dignité. Donc nous retrouvons notamment l'article 1 sur la dignité humaine, l'article 3 sur le droit à l'intégrité de la personne, l'article 7 sur le respect de la vie privée, ainsi que l'article 10 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion. Il est important de s'arrêter sur cet article 10, car tant au niveau de la CEDH qu'au niveau de l'Union européenne, les clauses de conscience permettent à des médecins de refuser de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté, pourtant autorisés dans leur pays, dès lors qu'une telle pratique violerait leur liberté de pensée, conscience ou religion, s'ils sont opposés à de telles pratiques. Toujours au niveau européen, un acteur très important semble être le Parlement européen. Le Parlement européen est l'organe parlementaire de l'Union européenne. Il est composé de 705 députés qui représentent les citoyens de l'Union européenne, élus au suffrage universel direct et répartis en 7 groupes politiques. Le groupe du Parti populaire européen, surnommé EPP, un groupe politique de centre-droit et de droite, d'inspiration démocrate chrétienne et conservatrice. Le groupe de l'Alliance progressive des socialistes et démocrates au Parlement européen, surnommé S&D, un groupe politique de centre-gauche fondé sur des valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité, de diversité et d'équité. Le groupe Renew Europe, un groupe politique de centre prônant le libéralisme ainsi que le fédéralisme européen. Le groupe des Verts, Alliance libre européenne, un groupe politique de gauche fondé sur l'écologie, le développement durable ainsi que la justice sociale. Le groupe Identité et démocratie, un groupe politique de droite nationaliste et d'extrême droite fondé sur le rejet de l'immigration, l'euroscepticisme ainsi que le rejet du multiculturalisme. Le groupe des conservateurs et réformistes européens, un groupe politique de droite nationaliste fondé essentiellement sur un rejet du fédéralisme européen. Et enfin, le groupe de la gauche au Parlement européen, un groupe politique de gauche qui promeut des valeurs telles qu'un renforcement de la démocratie au sein de l'Union européenne, le développement écologique ainsi que le respect des droits de l'homme. Ainsi, des groupes politiques tels que le groupe de l'Alliance progressive des socialistes et démocrates au Parlement européen, le groupe des Verts Alliance libre européenne, ainsi que le groupe de la gauche au Parlement européen pourraient permettre des avancées concernant le droit de mourir dans la dignité. En effet, le groupe de l'Alliance progressive des socialistes et démocrates au Parlement européen a rejeté en 2013 une résolution permettant la soumission des soins de santé et de l'enseignement aux choix religieux. Ceci étant dit, il convient de rappeler la compétence dont dispose le Parlement européen. La justice et les droits fondamentaux sont un domaine relevant des compétences partagées de l'Union européenne, c'est-à-dire un domaine où les États membres de l'Union européenne ne peuvent légiférer qu'en absence de position de l'Union européenne sur la question. En revanche, la santé publique relève des compétences d'appui de l'Union européenne. Elle ne pourra pas légiférer, mais seulement compléter l'action de ses États membres. Or, se pose alors la question de la catégorie à laquelle se rattache le droit de mourir dans la dignité. Ce droit peut s'apparenter comme un droit fondamental et donc relevant de la compétence partagée de l'Union européenne, mais il s'agit également d'un domaine qui relève de la santé publique où l'Union européenne n'a qu'une compétence d'appui. Aussi, les avancées en matière de droit à mourir dans la dignité sont tributaires de la composition du Parlement européen.
Si le groupe de l'Alliance progressive des socialistes et démocrates au Parlement européen est le second groupe politique majoritaire au sein du Parlement européen, le premier est bien celui du Parti populaire européen, un groupe de droite fondé sur des idéologies chrétiennes et conservatrices, donc peu favorable à la fondamentalisation d'un droit à mourir dans la dignité, élargi au sens de l'euthanasie et du suicide assisté. Enfin, le dernier acteur sur lequel on pourrait s'appuyer pour voir une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté semble être le droit interne de chaque État membre de l'Union européenne, ou plus largement des États européens. Prenons l'exemple du droit interne français que nous connaissons mieux. En droit interne français, l'euthanasie active et le suicide assisté ne sont pas autorisés. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, le droit français a connu de nombreuses évolutions permettant d'atteindre un droit à l'euthanasie passive. La loi du 1er juillet 1991 est venue introduire les soins palliatifs dans la liste des missions de tous les établissements de santé français. Conformément à ce que nous explique le site internet www.parlonsfindevie.fr, les soins palliatifs ont pour objectif d'aider à maintenir au maximum la qualité de vie des patients atteints d'un handicap ou d'une maladie grave, potentiellement mortelle par la prévention et le soulagement de toute souffrance, qu'elle soit physique, psychologique, existentielle ou spirituelle. La loi du 9 juin 1999 vise à garantir cet accès aux soins palliatifs. En 2005, la loi Leonetti vient renforcer le progrès en interdisant l'acharnement thérapeutique déraisonnable, puis la loi Claes-Leonetti de 2016 qui est venue poser le principe selon lequel toute personne a droit à une fin digne et apaisée. Ces éléments de législation française ayant été donnés, il est également important de mettre en lumière le rôle joué par la Convention citoyenne sur la fin de vie, dont nous avons tous beaucoup entendu parler récemment. Cette Convention citoyenne sur la fin de vie a été mise en place à la demande de la Première ministre Elisabeth Borne le 9 décembre 2022 et a pris fin le 2 avril 2023. Elle est constituée de citoyens français tirés au sort et ayant pour mission de se réunir, de travailler ensemble sur des projets quant à la question de l'amélioration dans l'encadrement de la fin de vie en France. Il s'agit là d'une innovation que l'on ne peut qu'accueillir avec enthousiasme, étant donné que cela permet à des citoyens français lambda d'émettre des avis divers et de parvenir à un projet prenant en compte la voix de chacun. Les 17, 18 et 19 mars 2023, la 8e et avant-dernière session de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée en faveur de l'ouverture d'un droit à mourir. Aussi, cette convention a permis de nombreuses avancées et constats, comme l'explique le site internet du Conseil économique, social et environnemental, comprenez CESE. Comme l'explique le CESE, les citoyennes et les citoyens de la Convention s'accordent sur un constat, je cite, le cadre actuel d'accompagnement de la fin de vie n'est pas adapté aux différentes situations rencontrées. Aussi, toujours selon le CESE, je cite, l'accès à l'aide active à mourir doit être ouvert. Fin de citation. La Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée en faveur de cette mesure à 75,6% des votants. Aussi, la majorité des citoyens français ayant participé à cette convention s'accordent sur la nécessité de légaliser l'euthanasie ainsi que le suicide assisté. Le CESE précise également que les citoyens français ayant participé à la convention se sont prononcés en faveur d'une étude des situations donnant accès à l'aide active à mourir, notamment concernant le discernement du patient, son âge ou encore l'existence nécessaire ou non d'un pronostic vital engagé. Enfin, le CESE conclut sur les conditions d'accès à l'aide active à mourir, avec la mise en œuvre d'un véritable encadrement médical et psychologique lors de la démarche. Aussi, 78% des citoyens français ayant participé à cette convention se sont déclarés favorables aux clauses de conscience, permettant aux médecins de refuser la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ces avancées ne sont pas négligeables, elles sont d'ailleurs considérables. Le sort du droit à mourir est désormais dans les mains du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ainsi, les pistes qui paraissent les plus pertinentes pour fondamentaliser un droit à vieillir dans la dignité, un droit à mourir tel que je vous en ai parlé, semblent être le Parlement européen et le droit interne français. Entendez plus largement le droit interne de chaque État européen, que je n'ai évidemment pas pu évoquer par souci de temps. Le Parlement européen semble présenter un atout majeur, étant donné qu'il s'agit d'un organe parlementaire représentant l'intérêt des citoyens européens ayant voté. Le droit interne de chaque État européen, et en l'occurrence le droit interne français tel que je vous en ai parlé, semble présenter un atout majeur, étant donné qu'il serait plus facile de fondamentaliser un droit qui ferait potentiellement l'objet petit à petit de légalisation en Europe. Une fois qu'un droit à mourir serait reconnu dans un plus grand nombre de pays européens, il serait dès lors plus facile d'y apporter une fondamentalisation, une protection véritable au niveau des grandes institutions européennes au sens large.
C'est la fin de cette vidéo ainsi que de l'ensemble des vidéos de cette étude portant sur le droit à disposer pleinement de son corps, tel que consacré dans le manifeste du centenaire de la Fédération internationale pour les droits humains. Mathieu, Clara et moi vous remercions d'avoir regardé ces vidéos.